Docteur Nicolas Delescalopier, donc chirurgien orthopédiste à l'hôpital Percy à Clamart. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers maîtres, je vais vous présenter ce topo sur les plaies et fractures de hanches de guerre. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, j'ai une laryngite, mais normalement je devrais arriver au bout de la présentation. Donc, qu'est-ce que sont les plaies et fractures de hanches de guerre? Ce sont l'ensemble des lésions ouvertes avec effraction de l'articulation coxo-fémorale due à un projectile de guerre, et donc forcément toujours associé à une plaie des parties molles et parfois impliquée dans un traumatisme pelvipérinéal. Elle concerne évidemment le jeune combattant, c'est le sujet du jour, mais aussi les populations civiles qui peuvent être présentes sur les théâtres d'opération. Comme le docteur Chiron l'a dit tout à l'heure, la hanche, pas plus que les organes génitaux externes, n'est protégée par les effets de protection balistique, ce qui explique sa vulnérabilité. Cependant, les lésions impliquant réellement l'articulation coxo-fémorale sont relativement rares, puisque sur la série française du service entre 2004 et 2016, elle concerne seulement 3,7% des blessés des membres, et c'est à peu près la même, ce qu'on retrouve un petit peu comme proportion chez les blessés des membres inférieurs dans une série civile américaine avec 4% des blessés des membres inférieurs. Ce sont des lésions qui peuvent être graves de par leur nature articulaire, mais aussi par les lésions associées, puisque, comme on l'a dit, elles peuvent engager le pronostic vital par l'hémorragie en cas de lésion vasculaire et par l'infection en cas de lésion abdominale associée notamment, mais aussi uniquement par la présence de corps étrangers au sein d'une articulation. Le traitement initial reposera évidemment sur les prises en charge des lésions associées, notamment la réalisation de l'hémostase, la dérivation des matières et des urines, et enfin par des parages itératifs et une fixation temporaire des fractures. Les séquelles seront nombreuses. Sur le plan général, elles peuvent être sphinctériennes, urinaires, neurologiques ou articulaires, et enfin, donc elles vont engager pour les lésions propres de la hanche le pronostic fonctionnel du membre et notamment de la marche avec un risque de boiterie très important. On va rapidement passer sur la balistique, mais ce sont des lésions qui sont principalement aujourd'hui liées à des éclats et qui peuvent avoir en plus des lésions de blast dans le cadre des IED, comme cela a été dit tout à l'heure. Cependant, par rapport à la balistique lésionnelle, il faudra garder à l'esprit cette maxime et on ne traite pas l'arme, mais bien la blessure. Donc, il faudra bien réaliser un débridement large. Alors, comment prendre en charge ces plaies de guerre de hanche? On va revenir un petit peu toujours sur les mêmes principes. Il faudra d'abord réaliser un temps de damage control surgery avec une chirurgie d'urgence conservatrice vasculaire. Ici, on voit une réparation d'une lésion artérielle qui était associée à une plaie de hanche. Il faudra réaliser une colostomie de dérivation en cas de plaie pelvifessière. Une fois le patient, la situation réglée sur ces plans-là, vient le temps du damage control orthopédique qui repose principalement en aigu sur un débridement très large de la plaie, un parage important, un lavage de l'articulation. Comment aborder cette hanche et comment débrider la plaie? Si l'orifice projectilaire est sur une voie d'abord connue, on va pouvoir l'exciser et l'emporter dans la voie d'abord, ce qui permettra un parage radical et qui permettra ensuite de refermer l'articulation sur un drain, évidemment. S'il y a plusieurs orifices ou que ceux-ci sont à distance de voie d'abord connue, il faudra réaliser un parage orificiel et un abord de la hanche pour réaliser une arthrotomie et un lavage systématique. Donc effectivement, la voie d'abord utilisée va aussi dépendre des lésions associées de l'état général et de la situation dans laquelle on est. Là, j'ai mis en bas à droite une photo de l'antenne de chirurgie vitale qui est au Mali. Bon, c'est impossible de faire du décubitus latéral ou du décubitus ventral, donc forcément, on fera une voie d'abord antérieure puisque le patient sera sur le dos. Une fois qu'on a fait ce débridement et ce parage, il faudra réaliser une stabilisation osseuse provisoire qui ne devra pas compromettre la reconstruction ultérieure. Et pour cela, ce que nous utilisons aujourd'hui en opération, c'est le fixateur externe iliofémoral qui joue le rôle de traction portative et qui permettra de transporter le patient en gardant une bonne réduction articulaire. À noter qu'en pratique civile, même dans nos HIA pour la prise en charge des traumatisés graves, une simple traction peut être suffisante et être moins invasive qu'un fixateur externe si le patient n'a pas besoin d'être mobilisé. Se discute aussi en aigu, en fonction de s'il est réalisable ou non, une réduction et une synthèse à minima du col fémoral pour essayer de garder sa vascularisation. Je reviendrai là-dessus au moment des résultats. Ensuite, une fois que cette prise en charge initiale a été réalisée, le patient va être rapatrié dans un hôpital d'infrastructure et on va pouvoir mettre en place une stratégie séquentielle de reconstruction secondaire. Donc,
la première chose, c'est de réaliser des parages itératifs jusqu'à obtenir une plaie propre. L'objectif, c'est vraiment d'éviter le sepsis, notamment au niveau articulaire, puisqu'il grèvera les possibilités de reconstruction ultérieure. Si nécessaire, un geste de couverture sera réalisé. À la hanche, ils sont relativement rarement nécessaires, comparativement aux jambes, par exemple, où il y a moins de parties molles. Les lésions associées éventuelles doivent être explorées et réparées si possible, ou en tout cas, on doit préparer leur réparation. Ici, on voit sur la photo une lésion du nerf sciatique à la fesse. Il faut vraiment les explorer en aigu pour repérer les extrémités du nerf s'il y a une section complète, ou éventuellement pour les réparer si cela est possible en aigu. Ensuite, on orientera le traitement définitif dans les 7 premiers jours, une fois la reconstruction de l'enveloppe réalisée. Et dans la plupart des cas, on réalisera initialement une ostéosynthèse interne. Dans certains cas, il peut y avoir des lésions, déjà une absence de lésion osseuse avec simplement la pénétration d'un corps étranger dans l'articulation, ou une fracture très communitive et stable qui ne nécessitera pas d'ostéosynthèse. Dans ces cas-là, évidemment, on ne réalisera qu'un débritement initial, les parages nécessaires, et ensuite une simple surveillance avec éventuellement une décharge, comme on peut le voir ici sur cette fracture de la paroi antérieure du cotyle. Et ce n'est pas accessible à une ostéosynthèse, et si ça consolide, on peut espérer que le patient puisse reprendre la marche, avec évidemment un risque d'arthrose post-traumatique secondaire pouvant mener à la réalisation d'une arthroplastie prothétique. Si nécessaire, une ostéosynthèse interne sera réalisée. C'est le cas de l'ensemble des fractures du col fémoral. Donc, à ce moment-là, on réalisera une ostéosynthèse par DHS plus vis. S'il y a d'autres fractures associées, elles seront synthésées aussi. Cependant, comme nous le verrons plus tard dans des cas cliniques, les fractures de la tête fémorale sont souvent très parcellaires et très communutives et donc non accessibles à une synthèse, de même que les fractures du cotyle liées à des projectiles. Il faut garder à l'esprit qu'il existe un taux de complications très important, comme on peut le voir dans ces 2 séries, puisque sur 69 patients opérés, il y a eu 9 infections, 6 pseudarthroses pour la première série, et jusqu'à 44% de pseudarthrose dans la seconde série. Enfin, il faut bien souligner qu'il y a un risque très important d'ossification hétérotopique périarticulaire après ces traumatismes pénétrants touchant la hanche. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure concernant les fractures du col fémoral. Il est recommandé, si c'est possible, de réaliser une synthèse à minima le plus tôt possible. Cependant, il faut quand même garder à l'esprit que dans la seule série de résultats à distance de traumatisme de guerre du col fémoral, il y a eu un taux d'ostéonécrose aseptique secondaire qui n'a pas montré de différence entre les patients qui avaient été synthésés dans les premières 12 heures ou après. Cependant, il faut quand même, si possible, essayer de les synthéser pour éviter le risque de déplacement, parce qu'en revanche, l'importance du déplacement est corrélée à la survenue d'ostéonécrose secondaire. Voilà, en pratique, aujourd'hui, dans la plupart des théâtres, il ne va pas être forcément possible de réaliser un brochage du col fémoral faute d'ampli ou de matériel. Après, si c'est possible, cela doit être fait, devrait être fait. Enfin, rarement en aigu, ou secondairement de façon précoce ou à distance au stade de la séquelle, pourra se réaliser, et c'est le cas de la plupart de ces patients, une arthroplastie prothétique. Alors évidemment, je ne veux pas insister sur les difficultés techniques de reconstruction osseuse. En revanche, le risque principal qu'il faut garder à l'esprit dans ces plaies de guerre, évidemment, c'est le risque septique qui est majeur et qui est d'autant plus important qu'il y a eu une lésion abdominale associée, comme cela est expliqué dans ce papier de Miller sur les lésions transabdominales impliquant la hanche. Donc, dans tous les cas, même si l'arthroplastie est décidée en subaigu, on va dire, l'intervention sera différée après la cicatrisation des parties molles et après réalisation d'une ponction préopératoire qui devrait être stérile. Chez les patients opérés secondairement au stade d'arthrose post-traumatique, la prothèse totale de hanche permettrait une amélioration fonctionnelle significative. Cependant, il faut garder à l'esprit que les résultats fonctionnels des PTH après traumatisme de guerre sont bien inférieurs à ceux des PTH réalisés plus couramment pour coxarthrose. Et enfin, pour revenir sur le risque septique, dans certaines séries, comme une publiée très récemment en 2019, on peut noter jusqu'à 25% de reprise septique, ce qui est quand même considérable. Concernant les autres possibilités de reconstruction, l'arthrodèse, aujourd'hui en métropole, ne sera pas réalisée en première intention. Il vaut mieux réaliser une reconstruction prothétique. Elle peut être utile dans le cadre de l'AMP pour des patients qui ne pourraient pas avoir accès à une prothèse totale de hanche. Cependant, les arthrodèses de hanche ont des résultats fonctionnels assez mauvais, puisque, comme on peut le voir, une proportion très importante de patients, jusqu'à 20%, auront une désarthrodèse prothèse secondaire. Enfin, en cas d'échec septique de prothèse dans les cas compliqués, va se poser la question de la résection tête-école ou de la coaptation trochantéro-iliaque. Donc, c'est vraiment une solution de sauvetage qui a été décrite il y a longtemps par Émile Le Tournel et qui s'adressera surtout aux échecs septiques des prothèses totales de hanche.
Enfin, un petit mot sur les lésions du nerf sciatique, puisque c'est la lésion des parties molles qui intéresse les orthopédistes à ce niveau-là, qui est le plus fréquemment associée. Dans quasiment un tiers des cas, il peut y avoir des lésions du nerf sciatique. Si possible, la reconstruction en cas de perte de substance se fera par suture directe, éventuellement avec le genou en flexion qui permettra de gagner, grosso modo, 1 cm par 10 degrés. En pratique, c'est un petit peu moins. Et ce qui est très important, c'est en aigu, lors de l'exploration primaire du nerf sciatique, de fixer les extrémités, parce que la reconstruction nerveuse, c'est souvent celle qu'on fait en dernier, et c'est important que le nerf ne soit pas rétracté, qu'il soit bien isolé, parce qu'il est difficile à disséquer secondairement. Il faudra dans tous les cas essayer de les opérer le plus tôt possible, si cela est possible. Je voulais donc juste revenir sur ces quelques éléments au travers 4 cas cliniques qu'on a eu récemment par différents praticiens de services de santé. Donc, le premier, c'est le cas d'un militaire tchadien pris en charge à N'Djamena dans le cadre d'un Mascal, avec une plaie de la racine de cuisse qu'on peut voir ici avec un orifice d'entrée et un orifice de sortie inguinal. Donc, on voit que c'est la fracture que nous avons vue tout à l'heure de la paroi antérieure du cotyle. Elle ne met pas en jeu le col fémoral, il n'y a pas de lésion importante ni de lésion associée. Dans ce cas-là, un débridement, un parage-drainage des orifices, puis un débridement avec une voie d'abord antérieure est réalisé pour laver la hanche. Vous voyez que c'est relativement rapide et que secondairement, le patient a évolué favorablement et a pu consolider sa fracture et reprendre l'appui. Donc là, il s'agit vraiment d'une lésion cotyloïdienne isolée, ne mettant pas en péril la fonction articulaire, pour laquelle il s'agissait simplement de lutter contre le sepsis. Ici, un civil tchadien de 24 ans, plaie abdominopelvifessière par balle, pris en charge à 48 heures. Donc, on voit déjà qu'il y avait un tableau septique puisque le patient est arrivé avec de la fièvre. Il était cependant stable sur le plan hémodynamique. Il existait une plaie abdominale non délabrante, suspubienne, non hémorragique. Le patient était sondé, il n'y avait pas de plaie a priori de la filière urogénitale. Et une plaie de hanche non délabrante en région trochantérienne droite. On voit ici les plaies, comme on peut voir, elles sont peu délabrantes. Le scanner qui met en évidence une fracture du col fémoral et du cotyle, associée à une fracture trochantéro-diaphysaire. Donc on voit que le premier temps a consisté en une exploration de la cavité abdominale et mise en place d'un vac abdominal. Ensuite, une exploration de la hanche. On voit que ici, l'orifice d'entrée coïncide à une voie d'abord postérolatérale, donc qui va pouvoir être réalisée. La hanche est lavée, il n'y a pas de synthèse interne réalisée en aigu, vu le risque septique, d'autant plus que le patient est pris en charge à 48 heures. Mise en place d'un fixateur iliofémoral, que vous pouvez voir ici, classique. Et enfin, dans les 10 jours, comme le patient a évolué favorablement sur le plan septique, on a pu réaliser une ostéosynthèse interne par DHS plus vis de façon tout à fait classique. Ici, une lésion cervicale et trochantérienne accessible à l'ostéosynthèse, damage contrôle orthopédique avec un traitement séquentiel secondaire et une synthèse réalisée après avoir éliminé un risque septique. Il existe évidemment un risque de nécrose conséquent. Troisième cas clinique, celui d'un militaire français de 32 ans, pris en charge l'an dernier au rôle 2 de Gao avec une plaie balistique de hanche, un orifice d'entrée au niveau de la symphyse pubienne et une sortie en regard du grand trochanter. A été réalisé un débridement parage et une évacuation. Le patient a été mis en traction à l'hôpital Percy. On voit ici une fracture de la tête fémorale qui est en plusieurs morceaux, qui est comminutive et qui n'est pas accessible à une synthèse, de même que la fracture de la paroi antérieure. Donc le patient a été mis en traction 6 semaines. Secondairement, une ponction articulaire a été réalisée qui était stérile, qui a permis de réaliser une reconstruction par prothèse totale de hanche avec une plaque trochantérienne de principe. Et les suites ont été simples, sans sepsis secondaire. Donc, il s'agit du cas d'une lésion céphalique non synthésable associée à une lésion cotyloïdienne et lésion sous-trochantérienne. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il aurait fallu mettre un fixateur externe à ce patient en aigu? Il a été rapatrié sans. Les suites ont été favorables. Donc, voilà, comme quoi il n'y a pas de dogme, mais cependant, on aurait pu se discuter l'exofixation et éventuellement la synthèse du col fémoral n'était pas réalisable à ce moment-là. Et la tête étant fracturée de façon communicative, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Enfin, un dernier cas pour montrer la complexité de ces lésions, un patient pris en charge suite à une explosion d'IED au Mali, stable sur le plan hémodynamique avec une plaie pelvifessière, une fracture de l'extrémité supérieure du fémur ouverte et une paralysie sciatique. Donc, le damage contrôle a été réalisé, hémostase par ligature des artérioles, exploration des parties molles, une suture du rectum et une colostomie de dérivation devant cette plaie du rectum, mise en place d'un fixateur externe iliofémoral et une plaie qui n'a pu être fermée en aigu. Ensuite, le patient a été rapatrié dans les 24 heures, comme on peut le voir à l'hôpital Percy. Une exploration nerveuse a été réalisée, mettant en évidence une perte de substance du nerf sciatique qu'on peut voir en bas à gauche, un lavage et un drainage articulaire itératif,
S'en sont suivis de nombreux parages et pansements à pression négative et une fermeture secondaire vers J21. La conversion en fixation interne a été différée du fait du temps qu'il a fallu pour reconstituer les parties molles. Le fixateur externe a donc été enlevé à J21. Quand on enlève le fixateur externe plus de 7 jours après sa mise en place, on préfère observer une fenêtre avant de faire une ostéosynthèse interne. Donc, le patient a été mis en traction pendant 3 semaines et une DHS a été mise en place à J45. À ce moment-là, la reconstruction nerveuse n'a pas été effectuée puisque, comme on avait pour projet de faire une suture en flexion, c'était compliqué à associer à la DHS. Et donc, le traitement de la lésion nerveuse a été réalisé secondairement à 2 mois et demi avec une greffe du contingent tibial par le contingent fibulaire parce qu'il y avait une perte de substance qui était plus importante que prévu. Il s'agissait d'une plaie pelvifessière avec une lésion fémorale proximale isolée associée à une lésion du rectum et à un délabrement des parties molles et une perte de substance du nerf sciatique. La réparation de l'enveloppe cutanée prime, ensuite l'ostéosynthèse secondaire et enfin une greffe du sciatique à distance, comme quoi il est bien important de l'avoir exploré et fixé à la phase aiguë. Donc, pour conclure, je rappelle simplement que ce sont les lésions associées qui sont fréquentes et qui mettent en jeu le pronostic vital qui font la gravité de ces lésions. Cependant, la plaie de hanche en elle-même est grave sur le plan fonctionnel. Il faut donc veiller à lutter contre le sepsis et essayer de réaliser dans la mesure du possible une ostéosynthèse, sachant que l'arthroplastie secondaire sera fréquente et permettra de récupérer une bonne fonction pour le patient. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas pour l'aspect orthopédique de ces lésions. Donc tu as souvent parlé de damage control orthopédique. Hein, c'est une notion que même nous, non orthopédistes, connaissons désormais. Je rappelle pour tout le monde que c'est un débridement, parage et une fixation sans forcément une réaxation. Enfin, c'est une réaxation très sommaire que l'on fait à partir d'un fixateur externe avec quelques fiches. Une question dans la salle, oui. Oui, j'ai 2 questions. Il y en a une qui est plus générale, c'est qu'on a vu les statistiques pour la mortalité de ces plaies, etc., qui citaient la guerre du Vietnam et une série en 71. La question est de savoir, enfin c'est pour moi, c'est de l'information, parce que je crois que je suis damage control, mais je n'ai pas cette notion-là. À partir de quel moment c'est devenu une procédure systématique sur les champs de bataille? La réalisation de damage control, peut-être que, je ne sais pas si M. Hagen vous a donné une réponse, moi je n'ai pas la chronologie exacte. Et j'aurais une deuxième question. Plus proche de votre sujet. Merci. Non, mais le damage control chez les civils, c'est 94 aux États-Unis. Et au niveau militaire, c'est essentiellement la guerre en Irak et Afghanistan, donc 2003, début des années 2000. À 72, il n'y avait pas de damage control. Le concept n'existait pas. Et la deuxième question que je pourrais poser à un orthopédiste non militaire, mais enfin, je suis thoracique et vasculaire, hein, c'est quel est le pronostic des sutures directes ou des sutures secondaires avec greffe du nerf sciatique? Je pense à ce combattant-là qui a été... Quel est son pronostic, quoi? Le pronostic, évidemment, est assez sombre. Il faut savoir que plus la lésion est haut située, moins la récupération sera favorable, enfin sera bonne, sachant que les sutures directes ont une meilleure réponse fonctionnelle. C'est des travaux de professeur Oberlin. Après, tout dépend aussi du contingent qui est touché. C'est vrai que quand le contingent tibial est touché principalement, c'est là qu'on va avoir un résultat qui sera assez mauvais puisqu'il n'y aura plus de sensibilité de la sole plantaire et une mauvaise propulsion. C'est pour ça que d'ailleurs, comme ça a été le cas ici, on utilise le contingent fibulaire pour greffer le contingent tibial qui est vraiment le plus important pour espérer récupérer une fonction. Mais la récupération secondaire, elle est très incertaine, d'autant plus que quand il y a maintenant des lésions par IED, par blast, on peut imaginer qu'il y a aussi une atteinte nerveuse plus générale microvasculaire qui fait qu'en plus, sa possibilité de cicatrisation n'est pas forcément très bonne. En ce qui concerne le risque infectieux, nous avons eu une présentation il y a quelques semaines par le professeur Revol sur le TPN, l'intérêt de la thérapie à pression négative. Quelle est l'expérience en armée française de ce concept pour prévenir les infections? L'intérêt du pansement à pression négative dans la prévention des infections, il est surtout lié au fait que le pansement est stérile et qu'on est sûr qu'il est bien étanche et bien cloisonné lors du rapatriement.
Après, je ne pense pas que le pansement en lui-même assure une efficacité importante. Ce qu'on utilise, nous, de plus en plus quand même dans les plaies souillées, peut-être que les collègues plasticiens en diront un peu plus, mais c'est le vac à instillation qui permet de réaliser des lavages réguliers et donc d'avoir une détertion plus importante. Ouais. Et en aigu, nous, quand on le met en opération, c'est surtout pour être sûr d'avoir un pansement Oui, bien stérile. On utilise l'argamanu pour les évasades, en fait, pour les déplacements des blessés dans les différents avions. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un TPN que d'avoir des pansements difficiles à appareiller. Oui, alors je reviens sur la séance qu'il y a eu il y a 2 semaines à peu près avec Marc Revol. On n'a pas du tout la même vision de l'utilisation du TPN parce que probablement notre contexte est différent et ça nous a apporté énormément de choses. La seule chose qu'il faut dire, c'est si on part sur un pansement en TPN en opération extérieure, il faut en assurer la permanence jusqu'au retour en métropole parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelque chose de cloisonné, non aspiré pendant tout le trajet de retour. Alors ça, c'est le milieu de culture parfait. Et j'avais juste une précision technique. Vous avez parlé de suture nerveuse ou de greffe nerveuse. De notre expérience, on a tiré un point technique qui n'apparaît jamais dans la littérature. C'est qu'il apparaît qu'on doit fixer les extrémités du nerf lésé. Et on dit qu'il faut les fixer sur les éléments de voisinage, sur des aponevroses, sur des muscles. Alors pas du tout. Parce que dans notre expérience, chaque fois que ça a été fait, il y a aussi les lésions des structures de voisinage et elles se rétractent. Donc, s'il faut fixer les extrémités du nerf, c'est à elles-mêmes, pour essayer de le garder aussi proche que possible, même si on accepte un défect. Et techniquement, c'est vraiment très, très important, parce qu'on peut se retrouver autrement en 15 jours, 15 cm de perte de substance par rétraction. Oui, si j'ai bien compris, on fait un point en U avec du Prolène 3.0 en laissant un petit pont. Voilà. En fait, vous confirmez tout à fait ce que Marc Revol, enfin la session présidée par Marc Revol nous avait dit, c'est-à-dire que le TPN, ça a été créé pour les transports par l'armée américaine, pour les rapatriements des blessés, c'est ce que je veux dire. Mais lui, il était beaucoup moins clair sur le plan de l'intérêt dans la cicatrisation. C'était surtout dans l'intérêt du transport des blessés. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Apparemment, la laryngite va bien. Apparemment, la laryngite va bien.